secoués par de nouvelles poussées de crise. Les politiciens, les économistes, l'opinion publique de manière générale se querellent vivement sur les sujets de cause du malaise. On cherche partout, depuis maintenant 6 ans, la faute. À qui la faute, en quelque sorte, qui aurait engendré cette crise. Il y a en gros 2 discours qui traversent aujourd'hui l'espace public français, mais au-delà. Pour les uns, et c'est souvent un discours que l'on va retrouver dans la gauche anti-néolibérale, c'est finalement la cupidité et la avidité d'une poignée de banquiers et de spéculateurs qui seraient à l'origine du désastre, ainsi que les politiques libérales qui leur ont préparé en quelque sorte le terrain. Le coupable donc serait tout trouvé, l'économie réelle des travailleurs honnêtes serait en réalité saine, et ce seraient les mécanismes malsains d'une finance qui a échappé à tout contrôle, qui aurait joué avec l'argent de tous, finalement, comme s'ils étaient au casino, et qui aurait entraîné cet accroissement vertigineux et bien réel des inégalités dans la distribution de la richesse monétaire. Et par là, donc, aurait mis en danger l'économie mondiale. Ça, c'est le premier discours. Il y a un deuxième discours qui, lui, on le retrouve plutôt à droite, c'est le discours libéral. Ils ont en vue, eux, la crise de la dette souveraine. Il faudrait plutôt clouer au pilori donc les pouvoirs publics, qui sombreraient dans l'ivresse de la dépense publique, sans borne, et nombre de gouvernements seraient donc apparemment incapables de gérer correctement leurs finances, leur budget. Ils financeraient toute une bureaucratie, tout un modèle social, entre guillemets, en pure perte. Et donc, il faudrait évidemment, pour repartir sur des bases saines selon ce discours, comme le dit l'euphémisme consacré, réformer le système. Alors en fait, même si ces 2 courants dominants se disputent à l'espace public depuis plusieurs années, en fait, ils sont d'accord sur 2 points importants. Premièrement, pour eux, la crise, finalement, ne serait que le résultat d'un développement erroné de la superstructure financière. En réalité, ils sont d'accord sur ce point-là. Il y aurait eu des excès, des dysfonctionnements, les garde-fous auraient sauté, la titrisation notamment est accusée de tous les maux. Donc on aurait certainement un peu trop dérégulé, et finalement il faudrait revenir à au moins un peu plus de régulation. Premier point donc, sur lequel ils sont d'accord. Et deuxième point, la solution à la crise résiderait pour ces 2 points de vue finalement dans une nouvelle redistribution des ressources monétaires. Soit au travers d'une politique de la demande, pour les premiers, un discours plutôt anti-néolibéral, soit alors par une politique de l'offre, davantage pour les libéraux. Mais finalement, donc, ça constitue quand même ces 2 discours, au moins sur ces 2 points communs, quelque chose, un impensé collectif dans lequel ils vont se retrouver. Car selon ces 2 interprétations, le capitalisme fonctionnerait sans grande perturbation, finalement, tant que l'argent se trouve dans de bonnes mains et qu'il est bien employé. Pour les 2 discours, c'est ça, véritablement. L'objet alors du débat, simplement, c'est de savoir où doit aller la richesse monétaire pour que tout fonctionne bien. Voilà le cadre du débat aujourd'hui dans l'espace public que nous avons. La société est en crise parce qu'elle est devenue finalement trop productive pour le mode de production capitaliste. Et on peut partir d'une question assez simple, mais finalement fondamentale, qui est jamais posée en quelque sorte dans l'espace public. Comment est-il possible, c'est une sorte de point de départ de l'ouvrage, comment est-il possible qu'une société qui produit toujours plus de biens, avec toujours moins de travail, parvienne à la conclusion qu'elle vit au-dessus de ses moyens. On a une impression évidemment de richesse dans la société, on produit des quantités, on sait faire, mais pour autant, c'est un paradoxe,
plus en quelque sorte on va produire de biens, plus la société est en crise. Et donc finalement, pourquoi une société mondiale qui établit chaque année de nouveaux records de productivité et débite toujours plus de biens sur la planète, souffre-t-elle cruellement de manque de richesse et impose-t-elle à des populations entières, de certaines régions notamment, de se serrer davantage la ceinture pour faire des coupes, comme on le dit. Le travail humain étant remplacé par les machines, il rend superflu une masse énorme des travailleurs actifs. Alors on a un rapport de la CIA en 2002 qui, sur 3 milliards de personnes en âge de travailler, estime qu'il y a désormais 1 milliard d'humains qui soit ne travaillent pas, soit travail précaire ou sous-travail, en tout cas jamais à temps plein. Donc il y a presque 1 milliard, un humain sur 3 qui est déjà surnuméraire par rapport au capital. Ça crée une immense crise sociale, en effet. Et ça expulse des humains de la logique du système. Alors il y a deux manières de se confronter à ce paradoxe, qui est au cœur aujourd'hui de la société capitaliste et de son fonctionnement contemporain. Première manière, on peut se dire finalement que le manque de richesse n'est qu'un mensonge et serait dépourvu de réalité. Le ressassement de la nécessité de se serrer la ceinture ne serait qu'une simple idéologie imaginée par les profiteurs du système et qui aurait pour but, eux, d'accaparer une richesse en croissance permanente selon ce point de vue. Et en effet, soutenu par la mise en évidence d'un accroissement bien réel des inégalités au cours des 30 dernières années, l'opinion, ce n'est pas l'argent qui manque, il suffit d'aller le chercher finalement au bon endroit. On a quantité de slogans qui évoquent dans l'espace public ce genre de thèse. Tout cela pointe finalement dans cette direction, tout comme aujourd'hui les politiques publiques visant à restreindre par exemple l'évasion fiscale. L'argent est quelque part en quelque sorte, mais voilà, il s'est évaporé en quelque sorte, il a migré ailleurs. Donc ça c'est une thèse qui y participe. Et ici, le capitalisme néolibéral à partir des années 70 finalement est critiqué, ou alors il est interprété finalement comme un signe de parfaite santé du système. Le néolibéralisme depuis les années 70 serait en quelque sorte une offensive du capitalisme, comme on le dit, on retrouve souvent ce terme, il serait une contre-révolution. Et dans sa version la plus complotiste parfois, sous les traits de la thèse de la révolution conservatrice néolibérale, la configuration néolibérale du capitalisme est interprétée finalement comme une revanche savamment préparée par des officines capitalistes et des économistes ultralibéraux, l'école de Vienne ou l'école de Chicago, ou alors le groupe Bilderberg ou autre secte du monde pèlerin, quand toute l'histoire finalement de la fin du siècle n'est pas interprétée au travers des agissements de quelques dirigeants totalement démoniaques, tels Ronald Reagan ou Margaret Thatcher. On retrouve par exemple cette thèse très clairement dans sa version complotiste dans le livre de Naomi Klein, la stratégie du choc, qui va le développer amplement. Et donc quoi qu'il en soit, finalement, dans cette thèse, de Thomas Piketty à Paul Jorion, en passant par David Harvey par exemple, cette interprétation a toujours pour présupposer que la croissance des inégalités entre les riches et les pauvres, croissance bien réelle depuis les années 70, on présuppose que cette croissance des inégalités est la cause de la crise économique actuelle et non un symptôme ou une forme dérivée d'une crise sous-jacente, de la forme de richesse capitaliste et que personne ne veut évoquer, personne ne veut en parler de cette crise de la richesse capitaliste en soi. Dans la compréhension cycliste, on s'imagine toujours le capitalisme qui a des cycles, donc des fois ça va bien, des fois ça va mal. Dans la compréhension cycliste des crises du capitalisme qui est la leur, où le capitalisme ne peut pas connaître de limite interne absolue, parce qu'il constitue toujours la répétition éternelle du même, c'est toujours finalement la restructuration néolibérale du rapport d'exploitation qui serait la cause de la crise mondiale actuelle. Et à partir des années 90, cette interprétation
qu'on peut penser superficielle et personnificatrice, va entraîner, on le sait, une fissure idéologico-politique béante dans la gauche, avec d'un côté le social-libéralisme, actuellement au pouvoir, qui va intérioriser les nouvelles exigences en accompagnant la restructuration, et de l'autre, on a une gauche morale qui va crier à la trahison, en critiquant cependant la configuration capitaliste néolibérale, mais au nom d'une nostalgie envahissante pour le capitalisme interventionniste et keynésien des 30 Glorieuses. Par là, cette focalisation contemporaine de la critique sur le libéralisme seulement n'est en rien, finalement, une critique du noyau le plus fondamental du capitalisme. C'est-à-dire, quelles que soient les différentes formes phénoménales et historiques qu'il va prendre. Et c'est alors sans surprise que l'on peut constater que sans la critique, ce qu'on appelle la critique catégorielle, des formes sociales de base du capitalisme, c'est-à-dire, je vais y revenir, ce qu'on appelle les 4 chevaliers de l'apocalypse du capitalisme, c'est 4 formes sociales que sont la valeur, le travail, la marchandise et l'argent. Finalement, toute une gauche réformiste, mais même révolutionnaire, ne peut finalement que pointer vers une sorte d'altercapitalisme à visage humain. C'est de dire finalement qu'il y a autre chose derrière cette crise, soi-disant du néolibéralisme. Que ce n'est pas que de l'idéologie qui est en œuvre, ce n'est pas qu'un mensonge qui vient masquer la réalité, mais finalement que cette société réalise réellement l'exploit, et c'est ça qu'il faut expliquer et que le livre vient dessus, la société réalise réellement l'exploit d'être à la fois super riche et trop pauvre. Super riche en ce qui concerne ses capacités productives, mais pauvre, selon un critère important pour cette société, la création augmentée de valeur, d'argent. La véritable cause de la crise serait alors une contradiction objective entre ces deux différentes formes de richesse. Finalement, qu'est-ce que la richesse? Et cette question, il faut la diviser, la scinder en 2 sous-questions. Qu'est-ce que la richesse selon des critères humains généraux? Et qu'est-ce que la richesse d'un point de vue capitaliste? Alors la réponse à la première question n'est pas difficile. On sait qu'une société est d'autant plus riche qu'elle permet à ses membres de développer et de satisfaire des besoins, de satisfaire aussi des éléments qualitatifs, l'épanouissement de la personnalité, la richesse des liens sociaux. Tout ça, finalement, c'est une richesse sensible. C'est une richesse liée à l'utilité. Mais cette richesse sensible, elle n'a rien de transhistorique. Elle n'a pas toujours existé dans toutes les sociétés. Les sociétés humaines non capitalistes n'ont pas également non plus connu cette richesse sensible liée à la satisfaction des besoins concrets. Et ils ont plutôt connu une forme historique de richesse qui était spécifique à leur société. Donc ce n'est pas en quelque sorte pour dire que le capitalisme aurait perverti une richesse sensible qui aurait préexisté véritablement. Au contraire, on peut dire que l'histoire humaine des différents rapports sociaux qui ont existé jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois, il y a eu une richesse qui a été spécifique à chacune des sociétés. Donc on ne peut pas présupposer comme ça une richesse sensible au préalable. D'abord, la forme que prend la richesse capitaliste, c'est cette formidable accumulation de marchandises. La forme de la richesse capitaliste, c'est la marchandise. Là déjà, on a la définition dans le livre 1 du Capital chez Marx. Et la transformation de cette richesse sensible en forme marchandise, elle ne modifie pas seulement la forme que ça va prendre, mais également ça va modifier son contenu. La richesse capitaliste va avoir un contenu particulier. Certes, avec des voitures sous le capitalisme, on peut se déplacer d'un point A à un point B. On peut également se nourrir plus ou moins correctement avec du pain produit de manière capitaliste, quoique. Dans la richesse sensible, elle n'existe socialement
qu'en tant que porteuse de la richesse capitaliste qui lui donne son existence. Autrement dit, les biens vont endosser, les biens que nous achetons vont endosser le rôle de valeur d'usage que si l'on parvient, et seulement si on y parvient, à les transformer en simple support de quelque chose de tout à fait différent, à savoir dans cette richesse capitaliste, de l'argent. Et dans le capitalisme, eh bien, cette forme de richesse capitaliste va gommer toutes les particularités de la richesse sensible. Ah, plus rien ne compte, en quelque sorte, au niveau de la richesse sensible. Ce n'est pas la richesse sensible concrète qui compte comme richesse sociale, mais donc une chose qui s'en distingue et prend sa place, une richesse abstraite, une abstraction, la valeur, qui va se représenter dans l'argent. Et c'est la manière, finalement, dont va se développer cette richesse capitaliste, cette masse de valeur, au niveau social, global, soit qu'elle se contracte, soit qu'elle s'accroisse, c'est elle, cette masse de valeur, qui va décider de l'état, en bien ou en mal, de la société capitaliste. Alors, le mot aussi richesse monétarisée, justement, la théorie aide justement à déconstruire un tel mot, puisque finalement, si on imagine que la richesse, elle existe en tant que telle, et qu'elle est simplement monétarisée ensuite dans un second ordre. C'est-à-dire, on pense tout simplement que la richesse, en quelque sorte, existerait de manière transhistorique, de manière éternelle, depuis la nuit des temps. Il y aurait une sorte de richesse qui aurait été simplement utilisée voilà, dans toutes les sociétés depuis l'éternité, et qu'elle aurait été simplement transformée par une monétarisation. Là, véritablement, c'est-à-dire, on a une définition de la valeur qui, on peut dire, est liée simplement à la circulation et au marché. C'est-à-dire qu'une richesse qui serait hors marché ne serait pas monétarisée et n'existerait pas en tant déjà que richesse capitaliste. Et ce serait finalement une fois seulement arrivée sur le marché qu'elle serait en quelque sorte la richesse monétarisée capitaliste. Voilà, moi il me semble, c'est de penser que la richesse est déjà capitaliste dès le départ. C'est-à-dire que cette richesse sensible qui serait soi-disant monétarisée, elle existe déjà, elle est produite déjà, pressée dans la forme abstraite de la valeur. Donc elle n'existe pas de manière transhistorique. Elle est co-substantielle, on va dire, elle existe déjà. Bon, c'est tous les problèmes qu'on a bien sûr d'obsolescence programmée, etc. Où la valeur d'usage en fait des marchandises est déjà très pauvre. Où on voit bien que le capital déjà détermine ce qu'est l'utilité appauvrie de toute marchandise. Donc, ce n'est pas véritablement le capitalisme. Voilà, on produit des biens avec des usines, des artisans, etc. Et puis après, on les monétarise, ces biens. Non, c'est dès le départ que ces biens existent comme des marchandises. Ce n'est pas dans la circulation, quand elles sont jetées sur le marché, qu'elles deviennent des richesses capitalistes. C'est déjà dans la sphère de la production qu'elles existent en tant que richesses abstraites. Où il y a une inversion entre leur valeur d'usage et ce qu'elles représentent en argent. Il faut encore définir son contenu. C'est pas qu'une forme en quelque sorte, cette richesse abstraite. Et toujours un certain Karl Marx a répondu à cette question pour les marchandises qui atterrissent sur les marchés des biens. C'est le travail, on dit, dans les courants marxistes, c'est le travail qui constitue la richesse capitaliste. Mais il faut encore développer davantage. Dans la société capitaliste, en quelque sorte, toutes les activités de travail que nous faisons, nous les voyons d'un seul côté en réalité. On les voit que du côté concret. Tout travail que nous réalisons a une face concrète et une face abstraite, qui est moins évidente, qui est sous-jacente, et qui est inconsciente et qui peut se saisir qu'au niveau global de la société. C'est Marx qui va développer la question de la double nature du travail dans le capitalisme. Donc il y a une face abstraite et une face concrète, mais c'est le même travail, c'est-à-dire que ce n'est pas deux choses séparées. Le travail est à la fois, au même instant, à un temps T immédiat, il est à la fois abstrait et à la fois concret.
Alors, le côté concret, c'est véritablement la dimension qui est beaucoup plus palpable par tous les travailleurs, c'est la réalisation en effet d'une valeur d'usage, à une marchandise qui produit une utilité, en quelque sorte. Une utilité qui est déjà pressée quand même dans la forme, comme je l'ai dit, dans la forme de la richesse abstraite. Mais de l'autre côté, en même temps, tout travail a une face abstraite. Alors là, on peut et les auteurs s'y rattachent. Ils se rattachent à un auteur donc, américain qui s'appelle Moshe Postone. Et tout travail est à la fois abstrait parce que dans la société capitaliste, ce n'est pas qu'un mode de production. Souvent, on réduit le capitalisme à un mode de production, or c'est plutôt une forme de vie sociale. C'est beaucoup plus global que la production. En réalité, la société capitaliste est la seule société où les individus se rapportent les uns aux autres au travers d'une activité particulière qui est le travail. Dans ce sens où, et ça n'existait pas au Moyen-Âge, ça n'existait pas dans l'Antiquité grecque ou romaine, dans la société capitalisme, pour la première fois, pour vivre, il va falloir que je dépense une capacité de travail, que j'obtiens en échange une forme argent, un salaire. Cet argent va me permettre ensuite de me rapporter aux autres individus dans la société. Je vais leur acheter une marchandise que eux-mêmes auront fabriquée à travers la dépense d'un temps de travail et dont ils auront obtenu en échange une forme salaire. Donc en quelque sorte, dans la société capitaliste, dans la forme de vie capitaliste, pour la première fois, on peut dire que le travail constitue le lien social structurant entre les individus. Alors, on va dire que c'est quelque chose de sous-jacent, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la forme de vie sociale. Et là, ça constitue une dimension abstraite pour tout travail. Dans ce sens où le travail, finalement, c'est celui qui est socialement médiatisant. Il nous médiatise les uns aux autres. Il nous permet de nous rapporter les uns aux autres. Et ça, finalement, ça constitue une abstraction. Parce que le travail que l'on effectue, certes, nous, l'éducateur, il enseigne, le boulanger, il presse une forme à la pâte, l'ouvrier, il va presser une forme à l'acier, etc. Mais en même temps, à chaque instant, ça c'était la face concrète, mais il y a toujours cette autre dimension socialement médiatisante du travail, la face abstraite. Et cette autre face, en quelque sorte, c'est la face la plus importante dans le capitalisme. Pour Marx, c'est elle qui constitue la substance du capital, qui constitue la substance de la valeur. Dans cette double nature du travail, la dimension abstraite de notre travail vient à dominer la dimension concrète et à la déterminer. La dimension concrète, l'utilité produite, va être totalement déterminée par cette face abstraite. Et donc, même le travail artisanal, le travail de l'agriculteur bio, le travail de la personne en AMAP, le travail de l'informaticien, de l'artiste, a toujours ces deux côtés. Et toujours, la quantité de travail qui va être fournie va déterminer la forme de richesse capitaliste, cette fameuse valeur. Et finalement, dans cette nouvelle forme de vie sociale, nous sommes tous réduits, en tant que travailleurs, à de la chair à travail abstrait. On compte que comme travail abstrait, finalement, comme un prestataire de travail abstrait. Il n'y a que ça qui compte, véritablement. On est réduit à de la chair à valeur qui doit s'accroître dans une survaleur. On est finalement de la chair à capital. Voilà qu'on est réduit dans cette forme de vie capitaliste. Et donc nous sommes tous devenus les supports, les appendices de cette médiation sociale que constitue le travail abstrait, que nous constituons finalement, mais qui aussi nous constitue, parce qu'elle dépend finalement, chacun, on va dépendre aussi de la totalité de cette médiation du travail au niveau global. À chaque fois que nous travaillons, nos milliards d'activités de travail finalement rétroagissent sur nous, sous la forme d'une détermination globale. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, qu'est-ce que c'est que le capital? C'est du travail abstrait, qui se métamorphose. C'est un travail abstrait qui se métamorphose et qui change chaque fois d'enveloppe. Il change de forme, tout en restant du travail abstrait. Donc voilà, d'abord il est travail abstrait, c'est-à-dire il est dépense de travail, puis après donc il se cristallise dans la marchandise,
Une fois réalisé, donc, le travail abstrait change de forme, change d'enveloppe et devient argent. Et ensuite, un cycle va pouvoir recommencer. Mais la substance du capital, ça va être en quelque sorte pour Marx cette question du travail abstrait. Et donc, on peut dire que cette médiation, qui au travers de sa métamorphose ne doit cesser de s'accroître en davantage de valeur, cette médiation, on peut la saisir en bout de chaîne comme véritablement du capital, c'est-à-dire une valeur qui s'accroît sans cesse, qui cherche sans cesse à s'accroître. Le capital en tant que procès de la valeur qui s'auto-valorise, et pour utiliser la métaphore de Marx, ce qu'on va appeler un sujet automate. C'est-à-dire qu'à travers nous, à travers nos milliers d'activités, finalement, quelque chose nous a échappé et rétroagit sur nous et nous détermine. Et véritablement, nous sommes finalement les rouages de ce système, les appendices, les supports de cette machine à valorisation qui ne compte plus que pour elle seule. C'est-à-dire que déjà, les activités des chasseurs-cueilleurs, des Grecs, des Romains, etc., elles existent déterminées par la structure sociale romaine, grecque, etc. C'est-à-dire qu'elles existent déjà dans des formes très très particulières, très spécifiques. Ça peut être de l'esclavage, ça peut être... il faudrait faire très attention à ne pas, si vous voulez, projeter sur toute l'histoire de l'humanité des concepts que nous utilisons aujourd'hui. Sinon, on va naturaliser le capitalisme en quelque sorte. Si on dit que tout est travail dans les sociétés humaines depuis le néolithique, alors en effet le capitalisme est indépassable. Là c'est clair. Si au néolithique déjà planter des graines, c'est travailler et produire de la valeur, là en effet le capitalisme ça existe et c'est indépassable. Donc quelque chose de plus spécifique, il faut penser en quelque sorte, quand les gens s'activent, ils ne vont pas directement satisfaire des besoins. On a par exemple beaucoup d'anthropologues qui ont critiqué ces thèses proches donc, du matérialisme historique en nous disant que, par exemple, avant de produire pour soi, les individus produisent pour une hiérarchie. Ou alors, surtout, ces sociétés sont corsetées par une médiation religieuse. C'est-à-dire, dès qu'on va produire, on va d'abord produire pour le Dieu, pour les dieux. On va produire d'abord des offrandes, par exemple. Et les humains, ils vont manger le reste. Dans la tête, eux, ils n'ont pas le fétichisme de l'argent, ils ont le fétichisme religieux. Donc, ils sont dans un rapport, en utilisant le concept de Marcel Mauss, de l'anthropologue, ils sont dans un rapport de don et contre-don. Dans ce sens où ils pensent qu'ils existent déjà comme quelque chose de donné par les dieux. Donc ils sont toujours dans un rapport de contre-don envers les dieux. Et donc dès qu'ils vont s'activer, ils vont le faire dans ce rapport fétichiste religieux. Donc ils ne vont pas tous les matins se dire « je vais planter mon jardin parce que je vais satisfaire, soi-disant, des besoins biologiques ». Ils sont dans des structures sociales aussi particulières et qui sont chez eux aussi contraignantes et qui sont totalement différentes des nôtres. Ce sont des sociétés tout aussi terribles que les nôtres. Mais si vous voulez, le ressort de l'action, les logiques des actions, sont aussi différentes, ont d'autres déterminants. Le pire, je pense, ce serait de projeter le concept de travail sur une idée que l'on produit pour survivre depuis la nuit des temps. C'est beaucoup plus complexe que ça en réalité, quand on regarde un petit peu les anthropologues ou les historiens. Souvent on dit que le capitalisme, c'est un système de production qui a toujours existé et il y a là spécifiquement des profits. Et on réduit le capitalisme à la question de la profitabilité et de la rentabilité. On dirait finalement qu'un monde de production de marchandises sans profit, ce ne serait pas des marchandises. Souvent, dans la définition classique du capitalisme, on en reste là. Et donc ces profits vont dans les mains d'une classe. Ça, c'est la définition, on va dire, marxiste traditionnelle du capitalisme. Là, en effet, si on ouvre un peu plus le champ, qu'on prend un peu plus de recul, qu'on voit au niveau de la globalité, on va se rendre compte que le mode de production capitaliste, c'est pas simplement produire plus des profits. C'est plus qu'un mode de production, c'est une forme de vie sociale dans laquelle, en quelque sorte, il n'y a pas des gens
qui sont extérieurs à cette forme et des gens qui sont intérieurs à cette forme. Dans ce sens où, pour produire de l'argent, pour produire du capital, le fétiche capital a besoin de travailleurs, a besoin de réduire les individus à des nomades, à des prestataires de travail abstrait. Le travail étant la substance de cette création de l'argent, le travail et les travailleurs, en quelque sorte, sont la substance du capital. Sans travail, l'argent n'est pas créé et donc n'est pas augmenté en profit. En quelque sorte, l'argent n'est que un masque, une enveloppe du travail. Et donc, dans ce cadre-là, si on élargit à cette définition du capitalisme, alors il faut inclure, dans la définition du capitalisme, il faut y inclure pas seulement les capitalistes et une classe qui profitent d'un mode de production naturalisé, il faut y inclure le travail et les effectueurs de ce travail, les travailleurs. Ils sont à la source, finalement, de cette production de richesse. Ils n'en profitent pas, puisque c'est la classe profitante qui va capter la survaleur, le profit. Mais le capitalisme ne pourrait pas fonctionner sans travailleurs, en quelque sorte. Donc, en disant nous sommes le capitalisme, en quelque sorte, ça veut signifier seulement cela. C'est-à-dire que tant qu'on est dans un monde du travail, travail qui crée de la valeur, tant que le travail est le lien structurant de la société, tant que l'on se rapportera les uns aux autres au travers de nos rapports sociaux, au travers de cette dépense de force de travail, eh bien, il y aura du capitalisme. En ce sens, c'est pas seulement une prise du pouvoir qui constitue le dépassement du capitalisme. Il n'y a pas un lieu où il y aurait le pouvoir, il suffirait de monter les marches, de prendre le palais d'hiver et d'en ouvrir les clés pour libérer les choses. Il y a une classe profitante, mais nous sommes aussi une partie de la solution, en quelque sorte. Bien sûr que la classe possédante, la classe profitante, ne nous laissera pas faire. Si on veut sortir de ce système à travers différentes luttes qui essayent de dépasser une vie avec argent, travail, marchandises et valeurs. Donc bien sûr, il y aura des forces de l'ordre, il y aura une domination directe qui nous sera opposée et qui nous est déjà opposée. Mais en quelque sorte, cette domination directe par les forces répressives de l'État, cette domination directe qui existe bel et bien, c'est le politique, eh bien, en quelque sorte, elle existe cette domination directe, dans une forme de domination plus globale qui touche également, comme je l'avais dit, les capitalistes eux-mêmes, à cette forme de domination anonyme et impersonnelle indirecte, où même les capitalistes, en quelque sorte, sont dominés par leur propre créature et par le propre système de la concurrence. Donc, en quelque sorte, oui à la réappropriation du politique, il y a bien un pouvoir politique à prendre, mais c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Bien sûr, il faut s'opposer, comme on est dans plusieurs bagarres en France ici, à des forces de l'ordre, de manière physique et violente, mais en quelque sorte, l'émeute, pour faire référence à certains courants critiques en France qui privilégient les émeutes, l'émeute en soi ne suffit pas. L'émeute en soi, c'est pas parce qu'on aura éliminé flic par flic, il y a du boulot en France, qu'on arrivera à changer le capitalisme. Et c'est une compréhension que vont porter les auteurs et qui en effet s'oppose à peut-être la compréhension classique qu'on a dans le marxisme traditionnel, qui est simplement une compréhension en termes de classe. Il y a une classe capitaliste et une classe de travailleurs, et en quelque sorte comme si les capitalistes tiraient tout étaient conscients du système, le pilotaient consciemment, comme si finalement ils étaient à l'origine, comme ils étaient finalement le maître architecte, et comme s'ils pouvaient en quelque sorte le maîtriser. Alors là, cette compréhension du capitalisme, au contraire, elle dit que quels que soient les sujets de la marchandise, qu'on soit capitaliste ou travailleur, eh bien on subit tous cette domination impersonnelle et anonyme du sujet automate qu'est le capital. Les capitalistes, en quelque sorte, eux aussi, mais à un autre degré, à une autre échelle et pas de la même manière, subissent aussi des contraintes très fortes du système dans lesquelles ils n'ont pas fait des choix.
Pour eux, c'est la guerre économique ou la mort également. Le système peut les broyer à tout instant. Eux aussi, ils sont en quelque sorte que des pions par contre. Pardon, ils sont des pions. À chaque amas de capitaux peut, s'il n'est pas valorisable, s'il ne réalise pas de survaleur, il peut être éliminé de la guerre économique du jour au lendemain. Par contre, on peut dire que c'est une classe profitante. C'est bien qu'elle subit la domination impersonnelle et anonyme du système, du sujet automate du capitalisme que nous créons en chaque instant. Eux, par contre, ils tirent toutes les billes, en quelque sorte, vers eux. C'est plutôt qu'une classe qui dominerait directement une autre classe, on peut dire plutôt que c'est une classe profitante. Elle profite de ce système et qui leur échappe aussi en partie. Donc la crise, également, ils en sont par l'origine. Véritablement. Ce n'est pas eux qui ont déterminé et ont choisi le moment de cette crise, les formes de cette crise, etc. Donc cette compréhension du capitalisme est quand même assez particulière. C'est ce que Marx va appeler le fétichisme de la marchandise, où en effet on a en quelque sorte un système dont à la fois nous sommes les présupposés, c'est bien nous qui le créons, ce capitalisme. Nous sommes le capitalisme à travers nos milliards d'activités. Et pourtant, en quelque sorte, ce que nous créons, les produits que nous créons, les marchandises, l'argent que nous créons, rétroagit sur nous et vient à nous dominer. Il y a une sorte d'inversion des choses. Les humains sont dominés par leur propre créature. Alors que nous sommes les créateurs de l'argent, des marchandises, finalement, nous devenons les créatures de nos propres créatures. Et donc, nous devenons des rouages, des appendices, des supports de cette machine. Quand elle ne fonctionne mal, donc elle va nous écraser, quand la croissance économique va disparaître, etc., etc. L'analogie avec le fétichisme, il vient de là, quoi, de dire que c'est Marx dans le premier tome du Capital, quoi, qui fait cette analogie en disant voilà, les totems ils ont été construits par l'homme et ensuite on donne à ces totems des pouvoirs surhumains sur les hommes. Il dit voilà, l'économie c'est exactement pareil, c'est quelque chose, c'est vous, c'est nous, ça a été construit par l'homme, c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, c'est une construction humaine, mais qui ensuite à qui on va conférer un pouvoir sur vie et mort des êtres humains. Le capital, c'est la valeur qui s'auto-valorise. Dans le cas de ce fétichisme, en effet, nous participons à un système, les produits que nous fabriquons, ces marchandises, rétroagissent sur nous et nous déterminent. Donc en quelque sorte, c'est quelque chose que nous créons, mais qui s'est aussi autonomisé de nous. Il y a une relation, on peut dire, dialectique, où en quelque sorte, voilà, on est à l'origine, on est les créateurs, on crée des créatures, mais elles finissent par nous dominer. Et elles finissent par véritablement dynamiser le système. Dans ce cadre-là, on peut dire oui que ça se multiplie, presque le capital est presque comme un être vivant, et dont nous sommes pourtant les veines, les vaisseaux, les membres. Nous sommes le capital, mais en quelque sorte, il y a ce capital fétiche, ce fétiche qui nous détermine et qui nous contraint, qui nous écrase. On vous comprend bien. Et là, je vais revenir un peu plus peut-être sur le livre, La Grande Dévalorisation, et leur analyse de la crise, puisque c'est dans leurs travaux, c'est très central, cette analyse. Donc avec tout ce que tu as expliqué, la première partie du livre, elle est sur cette question-là, de la crise structurelle qui arrive dans les années 70, qu'on aime bien nommer la crise du choc pétrolier, mais qui est en fait une appellation qui arrange aussi un peu les dominants ou ce système, parce qu'on peut dire que quand on parle du choc pétrolier, on prend une cause extérieure au système en disant que c'est ça la faute, c'est ça la cause de la crise, et on évite de parler des questions plus profondes et plus structurelles. Et en plus, comme ça vient des pays arabes, on peut y rajouter une petite touche raciste en plus, quoi. Bien que, évidemment, l'augmentation du prix du pétrole comme une des marchandises très centrales dans le boom de l'après-guerre fordiste a évidemment joué un rôle, mais certainement pas le rôle qu'on lui accorde. Donc pour eux, dans leur analyse, la crise
elle est surtout due à tout ce que Clément vient de développer, donc le travail comme seul élément qui crée de la valeur, et en même temps donc cette contradiction avec le développement de la micro-informatique qui commence à prendre dans les années 70. Donc en même temps une contradiction interne au capitalisme qui d'un côté est basée sur le travail, sur l'exploitation du travail, mais en même temps qui rend le travail de plus en plus superflu, puisqu'on va évincer de plus en plus de gens hors du système de production. L'idée c'est ça, le travail devient de plus en plus superflu à travers l'informatique, surtout le travail productif, parce qu'on peut faire travailler des gens à un taux de productivité très bas, mais cela ne produit pas du capital. Mais la micro-informatique et la hausse de la productivité que tout le monde est obligé de suivre à cause de la concurrence évince de plus en plus de gens hors du système de production. On pourrait dire que le nouveau paradigme du capitalisme aujourd'hui n'est pas tellement l'exploitation, mais c'est plutôt d'être surnuméraire. On n'a plus besoin. Il y a des pans entiers de la population desquels on n'a plus besoin. On n'a même plus besoin de les exploiter puisqu'on ne peut pas les exploiter de manière rentable. La thèse donc, du livre va être qu'avec cette crise qui démarre dans les années 70, qui va engendrer la nécessité d'abandonner la parité avec l'or, la couverture de l'argent avec l'or, avec l'arrivée de cette crise, on va se trouver avec une fuite en avant dans la financiarisation, dans le développement du capital fictif, pour, d'une certaine manière, ajourner la crise. Cela va marcher à peu près une trentaine d'années, donc d'ajourner la crise jusqu'aux années 2000, jusqu'à la première crise, jusqu'à la crise de la nouvelle économie qui est essentiellement basée sur des bulles financières. C'est ce qu'ils vont appeler le sursis néolibéral à la crise. Donc dans les années 70, on a longtemps aussi cru à une illusion d'un capitalisme de service, que la société, ça concernait que l'Europe, essentiellement, le monde occidental, allait se transformer doucement en une société de service. On n'avait plus besoin de travail, mais les services allaient remplacer le travail productif. Il faut bien voir que tout ce travail n'est pas productif, que en fait la question c'est pas de faire travailler les gens, mais il faut travailler en reproduisant du capital. Et on se rend compte que une grande partie de tous ces travaux dans les domaines des services, que ce soit la publicité, le commerce, le négoce, l'administration, que toutes ces choses-là sont en fait nécessaires à la reproduction du capital, mais ne reproduisent pas en eux-mêmes du capital, et donc ne créent pas plus de valeur. Il y a tout un passage sur les questions statistiques, sur la construction de villages Potemkin avec le gonflement des chiffres et tout ça, qui est, bon, je ne vais pas résumer ici, mais qui quand même dans une économie qui est de plus en plus fictivisée, c'est évidemment nécessaire de faire croire à l'apparence, c'est nécessaire de faire croire que ça marche. Gonfler le PIB pour un pays comme la France, par exemple Sarkozy avait repris une proposition qui venait d'origine plutôt de la gauche, ça veut dire de faire valoriser au niveau économique le travail domestique, mais en fait ça avait un but très simple, c'est de faire augmenter le PIB, parce que si on augmente le PIB, on peut continuer à s'endetter, on peut continuer à faire croire que la machine elle marche, et puis on peut continuer à rester dans les critères de convergence de l'Union européenne, et de trouver des crédits pour continuer à faire marcher la machine. La grande cause, ou la cause primordiale de la crise pour les auteurs serait donc effectivement la généralisation de la microélectronique à la production. Là-dessus, je vous passe des chiffres, mais il y a beaucoup d'exemples d'augmentation de la productivité. On peut dire par exemple une voiture Ford, le modèle Ford T entre les deux guerres en 1923, il fallait 850 heures pour produire une voiture. Dans une usine moderne aujourd'hui, en Europe, il faut 16 heures pour produire une voiture. Et ça, c'est tout en comptant tous les sous-traitances. Donc ce n'est pas juste qu'on sous-traite la production ailleurs et que l'assemblage ne durait que 16 heures. Ça, c'est en comptant la production des sous-traitances. Donc on voit l'énorme bond de productivité. On peut citer beaucoup de chiffres dans la métallurgie, dans plein de domaines. En 30 ans, il y a des quantités, ça quadruple ou ça multiplie par 5 les quantités produites. Donc on voit bien
de moins en moins de gens sont nécessaires pour produire une quantité de produits. La réponse la plus fréquente qu'on va avoir à ça, ça va être de dire « mais ce n'est pas vrai, au niveau mondial, il y a toujours plus de travail. Regardez par exemple la Chine, le Brésil et l'Inde, où on aurait soi-disant de plus en plus de main-d'œuvre. Donc il y a tout un chapitre qui est consacré à cette question-là. Également pour répondre très rapidement, on peut dire que c'est du travail en grande partie non productif, très peu productif, largement en dessous du niveau de productivité mondiale. Et c'est le niveau de productivité mondiale qui règne un peu comme un tribunal sur ce qui vaut et ce qui ne vaut pas. Ce qui n'empêche pas que sur un système mondial, évidemment, on peut avoir différents modes d'exploitation en même temps. On peut effectivement avoir des choses qui peuvent paraître anachroniques, des usines en Chine où les voitures sont poussées à la main d'un poste de travail à l'autre, et d'autres usines comme en Europe où tout ça est robotisé depuis longtemps. Mais tendanciellement, on voit quand même qu'il y a un nivellement vers le taux de productivité le plus élevé. On voit ça aujourd'hui en Chine, par exemple. Ils prennent l'exemple d'une entreprise très connue, la Foxconn, qui produit tous les petits gadgets qu'on a dans la poche, les Apple, l'iPod et toutes ces choses-là, qui, suite à certains mouvements de protestation et de salaire en Chine, ont dû commencer à introduire très massivement des modes de production plus modernes, des robots industriels. Donc Foxconn emploie 1,2 million d'ouvriers au niveau de la planète, en grande partie en Chine. Mais en 2012, ils avaient que 10 000 robots industriels pour leurs usines. En 2013, il y en avait déjà 300 000. Et en 2014, il y avait 1 million de robots industriels. Donc on voit que quand on ne peut pas presser le prix de la main-d'œuvre en dessous d'un certain seuil, d'un seuil de survie, et que les luttes syndicales et des luttes ouvriers réclament une répartition, on va avoir le même développement vers l'emploi de la microélectronique dans la production. Donc pour eux, c'est cette crise. Il y avait un autre exemple. Il y avait un autre exemple que je trouvais aussi assez intéressant, qu'ils prennent, par exemple, ils suivent, pour montrer à quel point toute industrie à travers la planète est bien obligée de suivre, certes avec des décalages temporels, mais on est obligé de suivre le taux de productivité. Donc ils suivent par exemple un t-shirt qu'on peut acheter chez H&M, qui coûte 4,95 €. Donc ils se demandent comment ça se fait que quelque chose puisse être produit à un tel prix, qui c'est qui gagne quelque chose et comment c'est fait. En fait, la première surprise en faisant cette enquête, c'est que le coton ne vient pas d'Inde ou d'un pays soi-disant émergent, mais il vient des États-Unis et il est récolté par une machine ultra moderne qui peut récolter dans une journée autant que 300 cueilleurs à la main en Inde. Donc ensuite, ils font tout un calcul, si on enlève le prix de la fabrication de la machine, de l'entretien, du gasoil et tout ça, ils comptent toujours qu'il faudrait que cette machine cueille toujours autant que 150 ouvriers à la main. Donc on peut dire que la main-d'œuvre d'une personne qui conduit cette machine, elle produit autant de valeur que 150 cueilleurs à la main. Donc évidemment, on peut les payer au lance-pierre, on peut les maltraiter au travail, mais il y a un certain taux de productivité à partir duquel ce n'est juste plus possible, parce que le décalage par rapport à une production plus mécanisée est trop grand. L'origine de la crise, en effet, c'est véritablement cette hausse de la productivité qui est une tendance lourde dans le capitalisme depuis le XVIIIe siècle. Il connaît ces révolutions industrielles successives parce que finalement, à chaque fois, l'introduction d'une technologie dans l'appareil de production permet aux premiers qui vont l'utiliser, ou du moins aux personnes minoritaires qui vont l'utiliser au départ, en quelque sorte d'abaisser le coût de la marchandise en utilisant des machines. On va remplacer du travail humain par des machines, ce qui va permettre comme la valeur qui se cristallise, ce n'est que du travail humain, ce n'est pas la machine qui crée de la valeur, la machine, elle contient de la valeur.
mais elle transmet la valeur à la marchandise, simplement. C'est-à-dire que la machine, outil par exemple, quand elle a été produite, bon, elle a été produite dans une usine particulière, elle dépend donc d'une dépense de temps de travail socialement nécessaire, de travail abstrait, et donc elle cristallise une valeur, tout simplement. Et quand on va l'utiliser ensuite dans la production d'autres marchandises, cette machine, elle ne va faire que transmettre sa valeur, mais elle ne va pas en créer. Donc en effet, l'utilisation des technologies dans l'appareil de production à chaque fois va permettre aux groupes minoritaires des capitalistes qui vont les introduire de faire baisser, grâce à cette hausse de la productivité, le prix de la marchandise. Donc évidemment, ils vont gagner des parts de marché. Et progressivement, eh bien, il va y avoir un jeu d'élimination dans le cadre de la concurrence intercapitaliste, où les capitaux se font la guerre. Évidemment, ceux qui vont pouvoir suivre la hausse de la productivité vont constituer le nouveau standard de productivité générale, donc ils vont pouvoir suivre la tendance, et donc les marchandises vont continuellement, au cours du capitalisme depuis 3 siècles, vont continuellement baisser à chaque niveau, à chaque hausse de productivité. Par contre, ceux qui n'arrivent pas à suivre la hausse de la productivité, à chaque fois, ils sont éliminés parce que le nouveau standard, en quelque sorte, de productivité va déterminer la valeur et donc le coût de la marchandise. Et après, le consommateur, évidemment, il va prendre le moins cher. Donc, on a une élimination progressive. Et donc, ça, évidemment, si vous voulez, le capital, chaque fois, ici, un peu la branche sur laquelle il est assis. En introduisant des machines, en introduisant de la technologie, chaque fois, il se désubstantialise. Alors, on a des marchandises qui sont de moins en moins chères, donc qui cristallisent à l'intérieur de moins en moins de valeur. Et donc, forcément, ça pose problème à l'entreprise. Pour compenser cette baisse de valeur par unité de marchandises, il faut faire jouer le volume des marchandises produites et vendues. Alors on va pouvoir compenser à travers ce volume. Donc elles vont y arriver, mais si vous voulez, Marx pose l'idée d'une limite interne absolue, où finalement le capitalisme arrivant un jour ou l'autre à travers différentes révolutions industrielles, et dont la dernière, la révolution microélectronique, va tellement éliminer le travail vivant qu'il va éliminer toute production de valeur. Alors, on va avoir des marchandises qui cristallisent quasiment de la valeur dans des quantités quasi homéopathiques. Alors, on va avoir ensuite des stocks immenses, évidemment, de marchandises à revendre. Et donc c'est cette crise-là qui est plutôt au centre. La crise de la valeur, c'est véritablement cette crise que le capitalisme se pose lui-même. Quand il va comme ça remplacer le travail humain par les machines. Pour eux, cette crise, elle est très forte dans les années 70. Ils considèrent que la crise des années 70, elle est plus profonde que la crise de 1929, que la crise de 1929 pouvait justement encore être dépassée avec un programme d'investissement massif de l'État, ce qui en gros a été fait avec les économies de guerre et le keynésianisme, mais que la crise des années 70, même si dans ses effets évidemment elle a été moins forte puisqu'il n'y a pas suivi une guerre mondiale, mais que structurellement elle est plus problématique parce qu'on est dans une impasse duquel il ne peut pas sortir. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour eux, donc, ce n'est pas un espèce de master plan de Reagan et de Thatcher et de ces gens-là, mais la seule option pour ce capital qui n'arrivait plus à se investir d'une manière rentable dans la production, parce que le capital, ça l'intéresse seulement s'il peut investir avec un taux de rentabilité. Donc s'il ne pouvait plus s'investir dans la production, c'était de s'investir dans la spéculation et de s'investir dans les marchés financiers. Et que c'est là, pour faire vraiment en très très bref, on assiste à le début de la déréglementation de toutes les réglementations nationales et la possibilité de création massive de capital fictif qui existait déjà auparavant, mais dont le volume va devenir véritablement exponentiel à partir, donc au début des années 80, au début ça commence dans les années 70, mais ça va exploser par la suite.
La deuxième partie du livre va donner une analyse un peu plus théorique de ce que c'est le capital fictif, également en se basant déjà sur Marx, parce que ça existait déjà à l'époque de Marx, même si ce n'est pas au centre des analyses dans le Capital, quand même il y a déjà une analyse là-dessus. Et va expliquer un peu comment, en gros pour se donner une idée, comment ça marche, en fait cette fuite en avant dans le capital fictif, c'est de ramener en fait vers le présent des promesses du futur. En fait, quand on prend un crédit, ils vont prendre des exemples. Quand on prend un crédit, quand on emprunte de l'argent, on va ramener vers aujourd'hui une promesse de rentabilité future. On va consommer, et du coup, on peut aussi consommer aujourd'hui déjà une valorisation future. Donc, on va utiliser aujourd'hui quelque chose qui va être produit que dans l'avenir. Prendre un exemple peut-être. Si on prend un crédit, il y en a un qui prête de l'argent, il va y avoir une chose très étrange qui se passe, on va assister à un dédoublement de la somme du départ, et c'est là que Marx va parler du capital fictif. Ça veut dire si par exemple je prête de l'argent à quelqu'un, je lui prête 1000 euros, donc lui il va se trouver avec les 1000 euros, et moi je vais me trouver avec une lettre de créance comme quoi il me doit 1000 euros. Donc jusqu'à là rien de particulier, mais moi je peux faire du commerce avec cette lettre de créance. Moi je peux la revendre, cette lettre de créance. Donc en fait on va se trouver, l'autre personne avec les 1000 euros, je prends un exemple simple, en liquide dans la main qu'il peut utiliser et qui peut faire fructifier, il peut la consommer ou l'investir. Mais moi je vais me trouver avec une lettre de créance que je peux également revendre, avec laquelle je peux faire du commerce. Donc en fait je n'ai pas du tout perdu la valeur d'usage de ces 1000 euros que je lui ai prêtés. Pendant toute la durée que le contrat, dure, pendant toute cette durée, en fait, on a un dédoublement de la somme. Et c'est ça que Marx va appeler le capital fictif. Donc ce capital, il a comme une image dans un miroir, mais cette image, elle peut s'autonomiser. À partir du moment où cette image peut avoir une vie propre, on se retrouve avec un doublement de la somme de départ. Donc c'est ça, sur un exemple très très simple que Marx va appeler le capital fictif, et que ensuite, évidemment, dans un exemple de chaîne, si j'emprunte de l'argent à la banque, qui elle a déjà emprunté à quelqu'un, on va assister de multiples fois à ce même phénomène. Tout crédit et toute action et toute option et tous les divers produits qui deviennent de plus en plus sophistiqués, qu'on ne comprend plus, les produits dérivés, toute chose se relie quand même à quelque chose dans l'économie réelle. Il y a quand même un lien. Je veux dire, on fait un crédit sur quelque chose, l'État, quand il s'endette, il le fait sur quelque chose. Une entreprise, quand elle émet une action, elle le fait sur quelque chose. Les subprimes aux États-Unis ils se sont faits sur quelque chose aussi, ça veut dire sur un marché immobilier. Donc voilà, il y a une contrepartie, il faut une espèce de secteur prometteur qui va encore, sur lequel on va pouvoir faire de la spéculation. C'était par exemple toute la nouvelle économie dans les années 2000, c'était l'immobilier ensuite. Il y a toujours un référent dans l'économie réelle sur lequel on peut faire de la spéculation. Mais avec les dimensions aujourd'hui deviennent de plus en plus monstrueuses de quantité de crédit. En fait, c'est comme une espèce de montagne qui s'empile sur des pauvres secteurs qui ne promettent plus du tout de fonctionner, quoi. Il y a un problème ce lien, il existe par rapport. Je veux dire, on ne fait pas de crédit que sur l'air. On ne fait pas, en tout cas pas dans la durée, quoi. On ne fait pas juste la crédit parce qu'il y a un crédit à quelqu'un parce qu'il y a des yeux bleus et qu'il est gentil, on lui fait un crédit. Parce qu'on espère que quelque part il va dans l'économie gagner de l'argent et pouvoir le rembourser. Et ce lien, il peut être de plus en plus distendu, très très loin. Plus on va dans les produits dérivés, plus ça devient opaque et non transparent. Mais ce lien, il existe quand même. Et ce lien-là, il pose bien problème quand il y a plus de secteurs dans l'économie qui sont prometteurs de fonctionner dans l'avenir, quoi.
ensuite, peut-être il faut retourner plus dans la pratique. Et, il y a donc toute la troisième partie du livre qui va expliquer le déploiement du capital fictif dans l'histoire du capitalisme. Donc effectivement, dans l'idée et dans le principe, c'est quelque chose qui existe déjà depuis fort longtemps, si Marx en parlait au milieu du 19e. Donc la troisième partie du livre est une partie de nouveau un peu plus historique, où ils vont en gros faire trois périodes historiques. La première, donc, de la révolution industrielle jusqu'à fin 19e, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Deuxième phase qu'ils vont traiter, c'est la phase du boom fordiste, qui est pour l'Europe, en gros, l'après-guerre. Et la troisième période qu'ils vont traiter, c'est ce qu'ils vont appeler le capital de casino, le capitalisme inversé. Inversé dans le sens que ce n'est donc plus la production de marchandises, si on veut, matérielles. Évidemment, il faut mettre des gros guillemets à ce mot, mais c'est la production du capital fictif qui va devenir le moteur de l'économie. Donc il y a ces trois périodes historiques, et ils vont analyser le poids de ce capital fictif dans les trois périodes. Pour faire très schématique, on peut dire dans la première période, donc 19e jusqu'à la Première Guerre mondiale, le capital fictif joue un rôle très secondaire. Dans les cycles d'accumulation qu'il y a eu, parce qu'il y a eu des crises, 1840, 1870, mais dans les cycles de boom économique, du capital fictif va se créer, il va y avoir de la spéculation, les premières entreprises, les premières sociétés en action vont se créer vers 1870, avec la mise en place de la chimie, les chemins de fer, l'électrification, toutes des choses qui deviennent trop chères pour des entreprises particulières à investir. Donc là, on va commencer à avoir la naissance de capital fictif. Mais en gros, ça reste quelque chose qui est subordonné à ce qu'on va appeler l'économie réelle. Donc il faut mettre des gros guillemets quand on parle d'économie réelle et d'économie fictive. Mais en gros, dans la première phase du capitalisme, la production de capital fictif reste subordonnée. Ensuite, dans les économies de guerre, on peut dire avec la Première Guerre mondiale, c'est la première fois que presque tous les pays vont laisser tomber le standard, la couverture en or, de l'argent, parce que la grande boucherie industrielle coûte trop cher et que les pays doivent s'endetter pour pouvoir payer et pour pouvoir développer et payer tout ça. Donc on va abandonner l'étalon or et la couverture en or, ce qui va permettre la création donc, de capital fictif, puisque tant que l'argent est lié dans une proportion fixe à l'or, la création, disons, publique de capital fictif, elle est très limitée. Première Guerre mondiale est un tournant là-dedans, et ensuite le rôle du capital fictif dans le boom de l'après-guerre. Là on commence déjà avec le Fordisme, avec des infrastructures extrêmement chères, des grandes mises en place qui sont pas où qu'une entreprise seule ne peut plus financer. Là, on va avoir besoin du capital fictif pour payer, pour préinvestir, pour payer les investissements. Mais on a encore réellement une exploitation massive de main-d'œuvre. C'est là qu'on fait venir tous les immigrés en France pour travailler dans les usines. On a réellement encore une exploitation du surtravail très massif, donc une production de valeur. Donc là, on peut dire d'une certaine manière, le capital fictif sert à lancer la machine, mais qui ensuite fonctionne encore d'une manière capitaliste autoportée, ça veut dire on exploite le capital s'investit, il exploite de la main-d'œuvre et on a une plus-value et de nouveaux investissements. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, à partir des années 70 à peu près, eux ils appellent ça les Reaganomics, donc un mélange des années Reagan et de l'économie. À partir des années 70, ce système tombe en crise. Ça a déjà commencé avec l'abandon de l'étalon or, qui était définitivement abandonné en 71, qui avait déjà été fortement amoindri auparavant. Donc abandon total de cet étalon et crise, comme j'ai décrit tout à l'heure, suite à cette image que le capitalisme, ici, la branche sur laquelle il est assis, parce qu'il est basé sur le travail, mais en même temps, il évince de plus en plus de travail hors de la production. Et c'est là qu'on va trouver donc
vraiment l'explosion de ce système basé sur le capital fictif, hausse des taux d'intérêt aux États-Unis qui va ruiner définitivement leur industrie et qui va faire que les États-Unis deviennent un Eldorado pour le placement d'argent. Voilà là, on va dire que le capital fictif devient vraiment le moteur central de ce système. Donc voilà, ça c'est en très résumé ces deux parties sur le capital fictif. C'est-à-dire qu'il parle de capitalisme inversé à partir des années 70, qu'en réalité, en effet, les années 70, avec cette révolution microélectronique, donc, portent en surface et de manière éclatante l'autocontradiction interne que se pose lui-même le capitalisme, c'est-à-dire qu'il évacue du travail pour le remplacer par les machines. Donc il est dans une crise de valorisation, il n'arrive plus à produire assez de valeur. Et donc ce capitalisme-là, en quelque sorte, qui est en crise dans les années 70, est quasiment en bout de souffle. Il est déjà, on va dire, cliniquement mort, le capitalisme, sur son fonctionnement logique classique. Et on peut dire que sa seule chance de survie a été d'inverser, en quelque sorte, la relation entre donc, ce capital fictif qui existait auparavant, mais qui avant était subordonné, en quelque sorte, on va dire, au capital réellement en fonction et investi dans l'appareil de production, alors qu'il était subordonné avant au capital en fonction. Il va désormais se subordonner le capital en fonction, le capital productif. C'est-à-dire qu'il est inversé. Désormais, on va dire que la principale industrie du système capitalisme et qui permet de le tenir encore en vie entre guillemets, c'est en effet que c'est l'industrie financière et la production de ces titres monétaires, crédits, actions, etc., qui ne peut que gonfler de manière absurde, avec des chiffres totalement astronomiques. Ce n'est que cette industrie financière qui arrive encore, si vous voulez, à porter le cadavre mort de l'économie réelle, en quelque sorte. En quelque sorte, ce n'est pas l'économie réelle qui est saine et le système financier qui est malsain. En quelque sorte, c'est plutôt le capitalisme qui est déjà dans son fonctionnement logique, qui est touché à mort. En quelque sorte, ce capitalisme inversé, où le moteur devient l'industrie financière, en quelque sorte, c'est une sorte de... On met le capitalisme sous perfusion, là, véritablement. Donc il ne faut pas, il me semble, penser que l'énorme croissance de la superstructure financière depuis les années 70, il ne faut pas penser que c'est ça la cause de la crise, comme on l'entend souvent aujourd'hui. Plutôt, cette énorme croissance de la structure financière, c'est plutôt en soi déjà le symptôme d'une crise plus profonde qui avait déjà été là dans les années 70, et donc qui plonge, elle, au contraire, ses racines, cette crise plus profonde, dans l'économie réelle, du fait que le capitalisme, pour pouvoir fonctionner dans sa logique de concurrence, et donc accroître la productivité, à chaque fois est obligé de remplacer du travail humain par des machines. Donc voilà. Donc aujourd'hui, hélas, on peut penser que la critique dominante se focalise trop sur la finance, et pas du tout sur finalement le fonctionnement logique du capitalisme. Évidemment, dans leur analyse, c'est clair aussi que ça n'a pas de sens de dire qu'il faudrait revenir en arrière à un capitalisme sain, qu'il faudrait taxer les flux financiers pour revenir à un capitalisme productif, qu'il faudrait limiter la spéculation pour revenir à un capitalisme familial d'auparavant. Ça sort évidemment clairement de leur analyse, puisque cette fuite en avant dans la financiarisation a été une conséquence de la crise structurelle. Donc il n'est pas question de vouloir revenir à l'état antérieur. D'où évidemment aussi leur désaccord avec toute ligne politique qui prône ces idées-là.
Mais les marchandises, en quelque sorte, à chaque fois qu'on va prendre en compte la protection de la nature, hein, elles vont être, si on veut, plus chères hein, que le reste des marchandises appauvries et qui créent quantité de dégâts. Et donc là, évidemment, ça crée une sorte d'impossibilité pour le capitalisme, parce que d'un côté, il rend superflu de plus en plus d'individus à travers la hausse de la productivité et le remplacement des humains par les machines, et donc il y a de moins en moins de consommateurs. Et de l'autre côté, s'il voulait quand même réparer tous les dégâts écologiques qu'il provoquerait, eh bien, il accroîtrait en quelque sorte le prix des marchandises de manière générale. Donc on aurait un fossé immense, en fait, avec une société massifiée, où on a de côté des marchandises propres et écologiques, le développement durable, etc., et de l'autre côté une masse d'individus qui n'a même pas accès à ce genre de marchandises. Donc, on peut dire que Marx utilise le concept de faux frais, c'est-à-dire que le capitalisme, il y a des activités qui ne créent pas de valeur. C'est la distinction chez Marx entre le travail productif en termes de productif, en termes de création d'utilité, mais le travail productif en termes de valorisation du capital. Et au contraire, il y a des travaux qui sont improductifs en termes de valorisation du capital. Et il faut le voir au niveau global, au niveau de la masse. On ne peut pas le voir au niveau particulier si tel ou tel travail est productif de capital ou improductif de capital. Par exemple, dans une entreprise globale, prenons Foxconn, on a en effet tout un service certainement de nettoyage des bureaux, des usines, etc. Ces gens travaillent, en quelque sorte. Mais ce travail, bien qu'il crée de l'argent qui soit lié à cette société, en quelque sorte, il dépend, si vous voulez, de la réalisation d'autres travaux plus importants. Il est subordonné à lui. C'est-à-dire que si d'autres travaux n'existent pas, tous ces travailleurs domestiques ou de nettoyage, etc., n'existeraient pas. Donc en quelque sorte, on pourrait se représenter, moi souvent je dis comme ça, la société capitaliste comme une espèce de fontaine à chocolat. Vous avez la colonne centrale qui monte le chocolat, c'est le travail productif, c'est la chaîne principale de création de valeur, il faut que celle-ci soit très importante, et ensuite les autres types de travaux, en quelque sorte, vont dépendre de la colonne principale de création de valeur. Donc, en quelque sorte, c'est quelque chose qui est subordonné, mais qui n'est pas principal pour le système. Dès qu'on va avoir des gros secteurs de l'économie qui vont ne plus pouvoir être rentables, mais alors c'est tous les secteurs secondaires, improductifs, les faux frais dont parle Marx, qui vont être complètement laminés. Et donc aujourd'hui, en effet, voilà, ça va être tous les petits boulots, ça va être tout le travail social, ça va être le travail à la santé, la formation, tout un ensemble de secteurs d'activité, en partie le secteur des services, etc., qui vont se réduire. En quelque sorte, c'est pas... Pendant longtemps, dans les années 80-90, on a cru que le travail industriel dans les centres capitalistes disparaissant, avec les politiques néolibérales, la désindustrialisation des États-Unis, etc., on pensait que finalement le travail au niveau des services, qui lui, en effet, de manière globale, augmente en proportion dans la population active, on pensait que le capitalisme changeait de base, en quelque sorte, que le travail au niveau des services suffisait. Mais évidemment, cette évolution-là n'explique pas du tout pourquoi aujourd'hui la société capitaliste est en crise. On voit bien que malgré toutes les nouvelles technologies, la bulle Internet, cette économie qui s'est entre guillemets dématérialisée, tout cela ne crée pas un nouveau système d'accumulation du capital. On aurait pu penser que ça crée une sorte de boom fordiste, comme dans les 30 Glorieuses. Or, depuis 40 ans, selon la formule inversée de Fourastier qui parlait des 30 Glorieuses, on peut dire pareil pour les 40 piteuses. Certaines économistes utilisent les 40 piteuses, c'est-à-dire les 40 années où en effet on a une sorte de stagnation de l'accumulation capitaliste au niveau global. Après que, dans la crise de la valorisation, si la masse de valeur globale se rétracte du fait au niveau global qu'il y a moins de travail et plus de machines, ça n'empêche pas que si le gâteau se rétrécit,
que des capitalistes particuliers, des entreprises, des multinationales, se taillent, eux, des parts plus grandes. Ça n'empêche pas, évidemment, la croissance du profit pour certains, mais c'est toujours au dépens d'autres, évidemment. Souvent, le capitalisme, c'est un jeu à somme nulle. Ce sont des vases communicants. Ce que gagne un amas de capitaux, c'est ce que perd un autre amas de capitaux. Alors là, c'est la théorie de la crise de la valeur et de la valorisation, c'est au niveau global. Ce n'est pas forcément au niveau particulier. Il peut y avoir des capitaux particuliers qui s'en sortent très bien, qui profitent de la crise et qui font des profits. Voilà, donc c'est... Le capitalisme a besoin, évidemment, de ponctionner de la matière première pour pouvoir fonctionner, parce que dans la crise de la valeur, vu que de moins en moins de valeur est cristallisée dans la marchandise, il est obligé de comprendre ça avec des volumes énormes de marchandises, donc de ponctionner énormément sur la planète. Donc la crise du capitalisme, à mesure qu'elle s'accroît, c'est aussi une crise écologique. C'est le capitalisme, en quelque sorte, qui a besoin, pour survivre, de bouffer toute la planète, de plonger toute la planète et nos vies à l'intérieur du chaudron de la valorisation pour en quelque sorte faire encore brûler les flammes encore un petit moment. Mais en effet, toute la planète va y passer. D'ailleurs, on peut aussi réfléchir à ce concept un peu bourgeois d'anthropocène dont on parle souvent, une espèce d'ère géologique qui aurait été créée par l'humain en général ou l'humanité. Non, on devrait plutôt parler de capitalocène, où c'est le capitalisme avec sa logique interne, sa logique propre, qui bouffe lui-même le capitalisme. C'est pas l'humanité de manière générale. La perspective d'un dépassement du capitalisme, là, se fait en termes non plus de changement du mode de production, mais quasiment un changement de forme de vie sociale. Comment inventer une forme de vie sociale où on ne se rapporte plus les uns aux autres à travers cette substance du capital qu'est le travail? Ça, c'est une vaste question. Évidemment, c'est une question révolutionnaire au sens propre. Bien sûr, d'autres sociétés pré-capitalistes ou non capitalistes ont existé sans la médiation du travail. Dans l'Antiquité romaine, dans le Moyen-Âge, etc. Ils avaient d'autres médiations sociales. Mais évidemment, il ne s'agit pas de retourner vers elles. Elles étaient terribles, atroces, c'était du fétichisme religieux, c'était de la domination directe, etc. etc. La question, c'est évidemment quelle médiation sociale mettre entre nous pour constituer une nouvelle forme de vie sociale. On ne connaît plus tous nos produits, nos créatures qui devraient se protéger sur nous. La manière de transformer le système de manière classique, c'était lors de grandes grèves au XXe siècle. En effet, des luttes de classe, donc occupation des usines, réappropriation des moyens de production, mais souvent, en quelque sorte, on passait sur des projets d'autogestion dans l'usine quand on l'a récupérée. Et en quelque sorte, on s'est rendu compte, on a plusieurs exemples depuis la Révolution espagnole et les usines autogérées à Barcelone, jusqu'à LIP dans les années 70, on sait que dès qu'on récupère une usine, des moyens de production, dans le but de fabriquer finalement des marchandises, on produit de la valeur, on dépense de la valeur, on dépense du temps de travail abstrait, et donc en quelque sorte, on ne sort pas du capitalisme. L'autogestion de la production de marchandises est interne. Qu'elle soit la production de marchandises, qu'elle soit gérée par des patrons ou qu'elle soit autogérée par des ouvriers, ne résout pas non plus le problème. Alors évidemment, l'autoconsommation, c'est quelque chose d'intéressant. Essayer évidemment de ne plus travailler, il y a des refus du travail, etc. Mais on sait très bien que ça peut être que des choix personnels, ça ne peut pas faire société. Ce n'est pas un projet de société. Dans ce sens aussi où le système peut très bien accepter, vu que de plus en plus d'humains sont superflus pour lui. Donc il faut bien que ces gens vivotent dans des coins, à droite et à gauche. Donc on va leur donner des territoires. Voilà, vous êtes plus utile pour le capital. On n'a plus besoin de votre force de travail. Donc faites de l'autoconsommation, faites des jardins partagés, etc. etc. Donc c'est en quelque sorte, il faut y avoir une sorte d'économie de la débrouille, mais qui est en quelque sorte presque complémentaire
à ce système capitaliste. C'est aujourd'hui les 1 milliard d'humains qui vivent dans les bidonvilles, tout simplement, et qui sont dans cette économie de la débrouille également. Pas forcément politisée, en effet, mais ça ne met pas fondamentalement aujourd'hui en cause le système. Moi, je pense que c'est davantage la question de trouver quelle est la forme de vie, comment se médiatiser les uns les autres, autrement qu'à travers le travail, la valeur, l'argent. C'est véritablement ça. Le travail, la substance, la valeur et l'argent en sont ces représentations concrètes. Donc c'est véritablement attaquer une critique donc, du travail et dépasser cette question de la socialisation pour le travail. Mais là, en effet, vaste chantier. En ce sens où, par exemple, imaginons que, et on a tenté de le faire dans plusieurs pays au XXe siècle, si on conserve, par exemple, le fait de travailler, que ce soit le lien social structurant de la société, et qu'on élimine tous les capitalistes, même physiquement, si on élimine la classe capitaliste physiquement sur un mur à la mitraillette, eh bien, si on continue, même les ouvriers, même un État ouvrier soi-disant, à continuer à se rapporter au travers du travail, à produire des marchandises de la valeur, bien, le capitalisme continue à exister. On a plusieurs régimes au XXe siècle qui en... c'est pas simplement une question de classe, l'élimination d'une classe et l'affirmation d'une classe de prolétaires, la solution. C'est beaucoup plus que ça, c'est en quelque sorte, c'est changer la forme de vie sociale. Parce que si c'est pour simplement mettre aux commandes une autre classe sociale, ben, le système sera toujours aussi contraignant, en quelque sorte, ou même sera auto-contraignant, comme souvent dans les pratiques autogestionnaires. Quand on fait de la théorie, qu'on essaye de réfléchir de manière rationnelle, logique, sur un système pour essayer d'approfondir, poser des définitions, etc., c'est aussi surtout pas se poser en tant que donneur de leçons, avec des solutions toutes faites, clés en main, en jouant l'avant-garde, etc. Je pense qu'il faut véritablement... Et donc, si il n'y a rien de solution clé en main à proposer, c'est aussi qu'il faut rester, je pense, modeste. Même la théorie doit rester modeste. Elle ne doit pas forcément... C'est pas un guichet automatique qui fournit des solutions clés en main avec le service après-vente. C'est véritablement un processus aussi réflexif pour nous. C'est-à-dire que dans la lutte, dans la pratique, qui essaye de changer ces sociétés, il faut toujours qu'il y ait à la fois une sorte d'auto-réflexivité. La lutte ne peut pas exister en tant qu'elle-même. Il faut qu'il y ait des moments de réflexion poussés, justement, et après de retour à des luttes, à des formes de radicalité pratique. Mais en quelque sorte, la théorie, la pensée ne doit pas se poser avec son drapeau devant et tous derrière. Ça, véritablement, je pense que c'est un des mécanismes qui a perduré tout au long du XXe siècle et qui est particulièrement terrible. Donc évidemment, ça donne un sentiment souvent quand on fait ce genre de présentation d'insatisfaction parce qu'on s'attend à sortir avec le petit papier inscrivez-vous à tel parti, il n'y a qu'à faire ça, etc., etc. Mais c'est déjà, je pense, si vous voulez, avant de faire le geste pour tirer sur une arme et abattre quelque chose, un système, et il faut d'abord que ce soit la cervelle, le cerveau qui agisse. C'est pas le corps lui-même qui agit, sinon ça crée des émeutes vides, sans but politique véritablement, c'est une colère maximale qui se déchaîne, ça peut aller dans du racisme, dans des formes d'antisémitisme, etc. Donc l'action doit toujours être médiatisée par la pensée. Mais la pensée en elle-même n'a pas autorité. C'est ce rapport social dans son ensemble qu'il s'agit de renverser. On ne peut pas utiliser un côté positivement par rapport à l'autre. Et là-dessus, je pense que la théorie, elle aide aussi, parce qu'on trouve par exemple pas mal de courants ou de pensées qui vont dire c'est la valeur d'usage qui est positive et il faut l'opposer à la valeur d'échange, c'est la production. Et ça, je pense qu'avec un peu, voilà, une approche un peu théorique, on peut critiquer cette approche en disant que c'est les deux faces de la même chose, qu'on ne peut pas juste se jeter sur le côté soi-disant concret et positif pour s'opposer à la domination abstraite. Après, comment faire pour renverser ce mode de socialisation, vaste question. Je veux dire, il y a déjà à réfléchir comment elle a été mise en place historiquement, je trouve. Ça peut donner des pistes. Ce qui est clair, c'est pour la mise en place du capitalisme, un élément super central, historiquement, les enclosures, séparer les gens de leurs moyens de survie. C'est-à-dire, pour que le capitalisme puisse exister, il faut qu'on ait affaire à des nomades, à des gens qui sont des individus isolés et qui sont du coup, par la suite, obligés à travers le travail de se socialiser. Parce que c'est bien là-dedans qu'on est obligé de travailler pour exister socialement.
Donc créer une socialisation qui passe pas par le travail, c'était ça un peu ce que je citais là au début, un des textes qu'il a fait un peu connaître en France, le manifeste contre le travail, c'est-à-dire une critique vraiment du travail à la base comme système de socialisation. Donc comment faire ça? Créer des liens directs, sortir de l'économie, détruire l'économie, sortir du politique, de la politique, considérée comme sphère faisant partie de cette socialisation-là aussi. Vaste programme, quoi. Moi je peux pas, en plus, d'abord je peux pas, personne ne peut l'élaborer, en plus je pense qu'il y a un problème même logique là-dedans, ça veut dire qu'on fait partie de ce système, il n'y a pas d'en dehors, il n'y a pas un point de vue de l'observateur extérieur qui pourrait dire c'est là-dessus, c'est ça qu'il faut faire, c'est sur ce point-là. Il resterait là un petit îlot de monde pré-capitaliste sur lequel on pourrait s'appuyer. Parce qu'effectivement, il y a aussi des fois un peu ces tendances chez les gens qui idéalisent, je sais pas moi, des sociétés anciennes ou tout ça, qui vont se jeter dessus et dire voilà, c'est vers ça, il faut revenir en arrière vers ça, vers un mode plus primitif. C'est certainement pas possible, parce que le temps évolue, le mode de socialisation aussi, et qu'il y a des nouvelles choses à inventer. Je pense que même notre mode de pensée, notre critique, elle devra au fond disparaître avec le système qu'elle est en train de critiquer. Donc il y a aussi pour moi un peu une logique impossible, une impossibilité logique de conceptualiser quelque chose de nouveau. Et en plus je pense que c'est bien, on n'est pas dans un mouvement de l'avant-garde, je sais pas quoi, qui devrait conceptualiser une société nouvelle. Je pense que nos représentations et nos pensées sont aussi construites dans ce monde et du coup seront à dépasser au même temps que l'objet qu'elles veulent critiquer. Je jette comme ça juste quelques pistes, hein, des petits chantiers, quoi. Je trouve que comme idée politique première, comme idée politique première, je pense que c'est peut-être celle que j'adhérais le plus de différents mouvements qu'il y a eu dans les dernières, je sais pas, décennies, comparé par exemple à l'idée du principe d'attaque de la taxation des flux financiers, que j'ai déjà expliqué tout à l'heure dans l'exposé, pourquoi je pense que c'est une impasse, que c'est une mauvaise solution. C'est clair que la décroissance, à mon avis, dans son principe, en tout cas, ça s'attaque à un des piliers centraux du capitalisme, qui est la croissance. Donc, dans ce sens-là, je trouve, sur le principe comme ça, général, je suis assez d'accord. Voilà, contrairement, par exemple, à d'autres pistes que je pense sont purement réformateurs. Après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qui se fait réellement dans ce mouvement? Il faut discuter dans le détail. Après, en effet, les solutions des croissants, moi je sais que je suis passé aussi par là, j'ai côtoyé pas mal de monde autour de François Partois, etc., je crois que vous connaissez. En effet, les solutions, ça va être relocaliser l'économie. Ça va être, c'est-à-dire relocaliser une petite production de marchandises. Ça va être les circuits courts, ça va être plus de liens, moins de biens, etc. Donc, en effet, ça tire de la bonne. Voilà, on va vers une petite production de marchandises localisée. Donc en effet, ça crée un visage beaucoup plus humain, on crée beaucoup plus de liens. Mais en quelque sorte, on va toujours être contraint dans ces quatre formes du capitalisme que sont la valeur, l'argent, le travail et la marchandise. On va toujours se rapporter les uns aux autres à travers du travail. Et pourtant, dans une partie au moins des décroissants, il y a aussi un discours critique du travail en tant que tel. Comment dépasser en tant que tel le travail, en essayant d'inventer de nouvelles organisations sociales. Moi, par exemple, le petit bouquin qu'on a publié, La sortir de l'économie, on l'a publié chez les éditions Le Pas de Côté, dont l'éditeur Pierre Thiessé est le rédacteur du journal La Décroissance. Donc bien sûr, on est en lien, on est dans une discussion, en quelque sorte. Voilà, est-ce qu'il faut naturaliser comme ça le travail, et la valeur et l'argent? Et chez les décroissants, certes, réduire ses besoins, bien sûr, c'est une lutte importante pour lutter contre le consumérisme,
parce que le capitalisme a besoin de consommateurs avides, de marchandises. Donc bien sûr, on réduit notre dépendance au capitalisme, on va dans le bon sens, mais en quelque sorte, on peut mettre en cause en soi davantage le travail, l'argent et la valeur, en quelque sorte. Mais je sais qu'il y a déjà des croissants qui réfléchissent dans ce sens-là.